Faut savoir élargir. Faut savoir élargir ses horizons. Facile de voir quand on porte des œillères. S'informer pour voir repousser les frontières. Savoir élargir ses horizons. Se permettre de croire que tomber les barrières. Savoir élargir ses horizons. Pour faciliter les choses, pour se familiariser, pour comprendre la théorie et décomposer les idées, pour intégrer des principes d'une nouvelle réalité, pour simplifier le contexte, décomplexifier le complexe, pour décoder, vulgariser, pour parfaire nos connaissances et partager nos pratiques, pour amadouer la techno, harmoniser la technique, cesser de penser en silo pour s'émanciper du mythe. Faut savoir élargir. Faut savoir élargir ses horizons. Faut savoir agir entre deux fins de mois. Considérez-vous comme salué et bienvenue à un autre épisode du podcast E2FM entre deux fins de mois, où est-ce qu'on va prendre le temps pour les professionnels de l'industrie automobile du Québec, prendre le temps de s'asseoir, de se rassembler, d'échanger, d'apprendre et de se préparer pour se regarrocher dans la prochaine fin de mois. J'ai un privilège aujourd'hui d'avoir comme invité Francis Coates, ingénieur PSP, CISSP en sécurité offensive. Merci de ta présence, Francis. Est-ce que tu m'entends? C'est un plaisir. Écoutez, Dominique, je vous entends, mais ça lag beaucoup. Hein? J'ai l'impression qu'on est en remote en Ukraine présentement puis que vous êtes sous le feu de l'ennemi. J'irai pas jusque-là parce que leur situation est très loin comparable à la mienne. Mais au niveau de la qualité du signal, c'est probablement la même chose sur la rive sud, en campagne. Pas de fibre optique, pas de très haute vitesse. Fait que ça se peut que ça lag au début. On va peut-être s'ajuster. Mais là, ça semble beaucoup s'être amélioré. Là. Excellent. Ah ben Francis, on va repartir ça. Et moi, j'ai toujours le réflexe de tutoyer et je t'invite aussi, si jamais tu es bien à l'aise de ne pas me vous voyer. Parce que je vais essayer, mais ça va faire beaucoup de voulez-vous dessus. Je le sais, mais là, je suis à peine plus vieux que toi. On vient de parler de date rapidement, mais là, je suis à peine plus vieux. Donc, mais c'est même pas une question de ça. J'intercepte un jeune de 16 ans sur un scooter, puis je le vous vois. Fait que c'est pas. Écoute, tu es un professionnel. C'est un signe de vieillesse pour moi. Non, je sais, c'est un signe de respect et respect des autres. Mais je veux poursuivre rapidement l'introduction pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi, j'ai appris à te découvrir depuis plusieurs épisodes au podcast La French Connection, auquel j'ai eu le privilège de t'inviter, participer, j'ai fait ta découverte. Tu as un franc-parler, tu vulgarises très bien. J'ai appris après ça à te connaître en allant faire un petit peu plus de recherche. Puis là, j'ai été un peu surpris. Non pas que comment tu avais du plaisir puis que tu rigolais, cachait pas tout le gros pedigree que tu avais, mais ton expertise, tu es un des seuls au Canada qui a les certifications que tu as. En plus, tu as 25 ans dans le domaine policier, dans lequel tu as cumulé plusieurs fonctions en lien avec la technologie et la sécurité, autant offensive que défensive. Tu enseignes depuis près de 11 ans à l'ETS Formation, à l'École de technologie supérieure. Tu as offert aussi pendant un peu plus de 11 ans ou près de 11 ans aussi des cours au HEC sur la sécurité physique, entre autres. Depuis 4 ans, au Hackfest, instructeur et développeur pédagogique pour le cours de sécurité physique défensif, sécurité physique offensive et introduction à la rétro-ingénierie de systèmes de sécurité électronique. Je l'ai gardé juste pour le défi de le dire. Parlant du Hackfest, il y a de ça aussi qui était beaucoup dans le French Connection. Je vais publier le plus rapidement possible là, à l'heure où on tourne cet épisode-là, parce qu'il y a le Hackfest qui s'en vient du 10 au 12 octobre. Et il y a Polar aussi le 10. J'aimerais ça tout de suite te transmettre la parole pour que tu me parles. Bon, j'ai fait des erreurs dans ton pedigree, mais surtout le Hackfest, puis qu'est-ce qui s'en vient avec cette belle édition-là. Non, ben merci beaucoup. C'était un très bon résumé. Vous avez bien été informé là, par rapport à mon parcours. Comme je disais, ça va faire de voulez-vous-tu. En tout cas, je vais essayer de m'améliorer, Dominique. Peut-être ça va Sinon, on reste avec le vous, il n'y a pas de On verra ce que ça va donner. Ça va être Dominique, c'est sûr. Là, ça ne sera pas M. Sigouin, Dominique. Mais grosso modo, ben, il y a la Hackfest qui s'en vient effectivement au mois d'octobre. Donc, 7, 8, 9, 10 octobre, moi, je donne les formations en sécurité physique. Donc, il y a une journée de Blue Team, donc une journée de sécurité physique
défensive, donc de comprendre les principes de base en sécurité physique. Il y a 2 jours de Red Team en sécurité physique où on voit les techniques d'attaque en sécurité physique. On parle de tests de pénétration en sécurité physique. Je fais beaucoup de démonstrations, etc. Et on a la dernière journée de formation, la 4e journée, qui est justement une formation d'introduction à la rétro-ingénierie des systèmes de sécurité électronique. Donc, comment, comme attaquant, on fait pour découvrir des failles de sécurité qu'on va utiliser pour attaquer un système. Et on va essayer de parler un peu plus cette année au Hackfest là, du côté sécurité physique. De plus en plus, on en parle. Pourquoi? Parce que quand on parle de sécurité de l'information au Québec, on mélange ça beaucoup avec la sécurité, la cybersécurité. La cybersécurité qui est la sécurité des technologies de l'information. Et on associe sécurité de l'information avec ça parce que c'est sémantiquement très près. Mais il faut faire attention parce que la sécurité de l'information, ça existait il y a 100 000 ans avec l'apparition de la voix et de la parole. Et c'est plate, mais il n'y avait pas de satellite puis d'électricité. Puis même Yahoo puis MIRC n'existaient pas à l'époque. Et on parlait quand même de sécurité de l'information. OK? Donc, très bon point. On travaille là-dessus beaucoup au Hackfest. Pour Polar, Polar, cette année, probablement que je ne serai pas là parce que j'enseigne en même temps ou je suis un peu le plan B là, de Patrick Mathieu du Hackfest. Si jamais il y a quelqu'un qui se décidait, probablement que je sauterais sur la piste pour aller soutenir l'équipe du Hackfest. Mais probablement que je vais être là un peu de manière virtuelle. Là. On est en train de regarder probablement d'inclure des notions de formation au travers là, des présentations qui auront lieu. Donc, mais définitivement, je vais être là au moins au 4 à 7. Là, après l'événement pour discuter de sécurité avec les gens. Donc, c'est à peu près l'orientation qu'on a pour le Hackfest qui s'en vient. Excellent. Je vais peut-être rappeler, je pense que je ne l'ai pas mentionné, mais pour tous ceux qui veulent l'information, le hackfest.ca, puis polarcon.ca, donc polar, P-O-L-A-R-C-O-N.ca, pour avoir plus d'informations, les billets. Je sais qu'il y a de l'hébergement, il y a une couple de choses aussi qui... toutes les informations sont sur le site. Moi, j'en profite parce que j'essaie de, je vais dire, collaborer aussi humblement que je peux, en sens qu'il y a une activité qui essaie d'être organisée, qui nécessite un véhicule. Donc, j'ai un cri du cœur, pour ne pas dire, je lance un appel à tout mon réseau concessionnaire de la grande région de Québec parce que c'est à Québec que ça se passe au Centre des congrès. Et on recherche un véhicule, on va essayer de hacker. On recherche un véhicule et non pas là pour parler de la marque ou de. Ça peut être une vieille minoune de presque 10 ans ou 8 ans ou 6 ans, quelque chose qui ne roule pas, mais que l'informatique, l'électronique fonctionne. L'objectif n'est pas de dire on a réussi à déjouer telle ou telle marque, mais pas du tout. Ça va même, s'il faut rester anonyme, c'est le principe. De toute façon, peu importe la marque, les résultats vont être sensiblement les mêmes. Mais c'est de dire, hey, on veut s'éduquer, on veut informer, on veut sensibiliser. Donc, si vous êtes un concessionnaire, une cour à scrap, véhicule d'occasion ou autre, vous avez un véhicule que vous allez donner à une fondation pour la remise parce que le véhicule est rouillé, mais ça fonctionne encore. Communiquez avec moi, on essaie de trouver ça pour la Hackfest. Puis si on en a plus qu'un, tant mieux. Ça va servir une bonne cause. Puis je ne sais pas si je pense que tu vas être un petit peu impliqué avec ce projet-là, hein, si je ne me trompe pas. On verra, ça va dépendre du véhicule qu'on va trouver. Est-ce que le Hackfest va vouloir démontrer des vulnérabilités connues sur. Et quand j'aime bien l'histoire de dire, c'est pas une marque, un modèle qui est visé en particulier, c'est vraiment au niveau technologique. Maintenant, les véhicules, on va peut-être en parler tantôt, on utilise le protocole CAN, c'est comme un standard. Et ce protocole-là, il est un peu universel pour tous les véhicules. Donc, on n'est pas avec de quoi de très différent d'un véhicule nécessairement à l'autre. Et on verra. Ça pourrait être un véhicule, justement, qui n'a pas de faille de sécurité connue aujourd'hui, puis que la compagnie dit hey, j'aimerais ça que des gens se penchent là-dessus pour voir s'ils ne trouveraient pas quelque chose, justement, qu'on pourrait améliorer, etc. Donc, il y a plusieurs avenues. Je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des yeux au niveau du Hackfest par rapport à ça. Je pense que vous allez recevoir Patrick Mathieu dans un autre podcast. Peut-être que ce sera l'occasion de lui en parler, puis d'aller chercher peut-être un petit peu plus d'informations secrètes sur l'événement. Moi, je vais prendre ce qu'on me donne et je vais participer du mieux que je peux pour soutenir l'équipe soldat. Engagé. Comme un soldat, effectivement.
Oui. Bien hâte d'aller voir ça, puis j'espère participer au moins une journée ou deux, des engagements déjà, mais j'essaie de me libérer pour aller assister. Je le rappelle, il y a du 7 au 10 les formations, mais du 10 au 12 tous l'événement et les conférences. Francis, je vais t'amener sur un des premiers sujets qui m'a interpellé, puis c'est un sujet que tu as déjà aussi abordé dans des précédents podcasts, tout ce qui est un peu la sécurité des véhicules. Je vais le dire au sens large. Première entrée en matière, je dirais, avec ce qui est des vols de véhicules, la sécurité par rapport aux vols de véhicules. On en entend beaucoup parler, il y en a de plus en plus. Là, on entend des histoires de flippers zéro, donc peut-être des vieux modèles, des failles connues. Il y a des nouvelles méthodes où, mais dans tout ça, là, la question que j'ai envie de te poser, moi, je suis de l'extérieur, je ne suis pas un expert. J'ai l'impression que la majorité des manufacturiers, des constructeurs automobiles, pour ce qui est de la clé, de la sécurité pour l'accès à mon véhicule, c'est pas le département où on a mis le plus de R&D. Ben, c'est un bon résumé en soi. C'est sûr qu'on ne parlera pas tant de vol de véhicules pour des questions, je dirais, euh, de réserve, de devoir de réserve face à mon emploi comme policier. Donc, on n'ira pas trop dans les détails par rapport à ça. Par contre, quand on parle de vol de véhicules, il faut savoir que statistiquement, depuis des années, c'est en baisse. Hein. Ce n'est pas en hausse, là, c'est en baisse. OK. Dernièrement, il y a eu des hausses, OK? Mais quand on regarde ça, c'est un peu comme la bourse. Tu sais, la bourse, oui, il y a des baisses, mais quand on regarde ça sur le long terme, la bourse, ça monte toujours. Bon, ben ici, quand on parle de vol de véhicules, ce que les statistiques nous disent, c'est qu'il y a des baisses au niveau des vols de véhicules depuis des années. Par contre, depuis quelques années, bon, comment on dit ça, l'occasion fait le larron. Est-ce que la pénurie de composantes pendant la COVID, etc., est-ce que ça l'a amené justement de la rareté au niveau des véhicules neufs qui a fait que les gens ont voulu se procurer des véhicules sur le marché noir? Regarde, je ne suis pas un expert là-dedans. Je laisse les policiers qui travaillent là-dedans avoir leurs expertises là-dedans. Mais grosso modo, c'est une tendance à long terme. Il y a des baisses. On est en baisse du nombre de vols de OK. véhicules. Par contre, depuis quelques temps, effectivement, il y a comme eu une explosion. Là, on le sait, les médias sont emparés de ça, etc. Donc, je ne veux pas embarquer dans le côté vraiment policier. Par contre, au niveau technologique, ben Exact, ouais. là, c'est sûr que comme enseignant en ingénierie de la sécurité à l'ETS, en gestion des opérations logistiques, en génie des opérations logistiques, ben, c'est sûr que ça m'interpelle au niveau technologique. Là. Est-ce que c'est facile de voler un véhicule? Puis là, je pose la question dans le sens que les statistiques, tu dis qu'il y a de moins en moins de vols de véhicules. Ça fait qu'on regarde la tendance de vision macro, il y a de moins en moins de vols. Là, il y a un phénomène, peut-être une recrudescence, un phénomène qui est peut-être ponctuel. Mais est-ce que c'est facile voler Oui. un véhicule? Ta réponse est venue trop vite, c'est Bon, ben inquiétant. là, voler un véhicule. Ben, est-ce que c'est facile de voler un véhicule? La réponse est toujours la même chose. Hein. Quand on parle ce que moi j'appelle une menace constituée, une menace, puis je vais essayer de me rappeler, parce que je ne m'étais pas préparé à donner un cours sur les menaces, là. Mais quand on parle d'une menace constituée, ça prend quatre choses. Première des choses, ça prend la connaissance, OK? Donc le savoir. Donc, il faut que je sache comment je vais faire une attaque. Il faut que j'aie la capacité, il faut que je sois capable de faire l'attaque. Il faut que j'aie l'avoir, il faut que j'aie les équipements pour faire l'attaque. Et au final, il faut que j'aie la motivation. Un gars comme moi qui a fait de l'offensif toute sa vie, qui est un expert dans le contournement des dispositifs, ben moi, déjà là, sur trois composantes de la menace, je score 100% sur les trois. Heureusement que tu La n'as pas la quatrième étant la motivation. motivation. Heureusement que je n'ai pas la motivation. Sinon, effectivement, je deviendrais un ennemi public, ce qui ne ferait pas de sens. Donc, on est là-dedans. Donc, encore là, et ça dépend, c'est quoi mon objectif. Il y a des objectifs que c'est de voler des pièces de véhicule. Bon, mais voler une pièce de véhicule, ça n'a pas la même instance que voler le véhicule au complet. OK? Parfait. Donc, quand même, je mettrais des systèmes électroniques pour empêcher le démarrage. Si l'objectif, c'est de voler Les le catalyseurs, on a logo vécu ça. BMW Hein? sur les roues, sur la voiture, et c'est pas ça qui est. Ah oui, un catalyseur, quand même, je mettrais un antidémarreur sur un véhicule, ça n'empêchera pas de voler un catalyseur. On s'entend. Donc, il faut faire attention à ça. Fait que, la notion de vol, elle est très, très, très large. Hein? Donc, tout ce qui est les méfaits sur les véhicules, graffiti, etc., jusqu'à le vol du véhicule au complet.
Si on parle d'un vol de véhicule au complet, bien, présentement, il y a plusieurs techniques. La technique la plus simple, qui n'a pas grand-chose pour s'en protéger, c'est pas compliqué. J'arrive avec une remorque, une plateforme, j'embarque le véhicule sur la remorque, puis je pars avec. Bon, ben, ça, c'est assez simple. Là, il y en a qui vont dire, bon, on ne peut pas se protéger de ça. C'est pas vrai. Je pourrais mettre mon véhicule dans un garage. Je pourrais mettre mon véhicule sur mon stationnement, mais mettre, ça a sorti dernièrement. Je ne l'ai pas vu encore sur le site, mais je pense que c'est le Toronto Star qui a sorti la nouvelle il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, à l'effet que Costco, maintenant, au Canada, va vendre des bollards rétractables, donc des piliers là, en métal qui sont dans le stationnement de votre maison. Puis quand vous rentrez votre auto, ça sort de la terre pour empêcher le véhicule physiquement de sortir. Donc, il y a des méthodes de protection pour ce genre de vol-là, mais c'est toujours la même chose. Jusqu'où on est prêt à investir pour protéger notre actif. Mais au niveau d'un vol, on va dire plus traditionnel, là, comme à l'ancienne, je rentre dans l'auto, je mets le tournevis dans l'ignition, je tourne le tournevis ou je prends des fils en dessous, je tire là-dessus, les autres, c'est tout le temps drôle. Mécanique, quand ils tirent ces fils, il y a à peu près 4 pieds de fil. C'est ça, les méthodes là, vraiment électriques, traditionnelles, mécaniques électriques pour démarrer les véhicules, c'est sûr que ça, c'est de moins en moins utilisable comme méthode. Mais l'électronique qui a été mise en place, je vous dirais, depuis plusieurs années, peut-être depuis les 20 dernières années, je vais utiliser un mot que je déteste utiliser. Quand j'utilise ça, moi, je saigne des oreilles et je perds mes cheveux. C'est beaucoup de l'électronique et des fonctions de complaisance qu'on a installées. Donc, quand vous arrivez avec votre sac d'épicerie, puis tout d'un coup, oh mon Dieu, les portes de mon véhicule débordent tout seul. Même si c'est vendu comme une fonction de sécurité, ce n'est pas une fonction de sécurité. C'est une fonction de convivialité. Puis comme je dis souvent à mes étudiants, le mot convivialité, ça commence avec le mot C-O-N. Donc, il faut comprendre, là. OK? La convivialité, c'est inversement proportionnel à la sécurité. Et malheureusement, c'est la vie. Il faut vivre avec ça. Plus c'est sécuritaire, moins que c'est convivial, plus c'est sécuritaire. Quand on fait de la sécurité en entreprise, on doit trouver le juste milieu parce que dans les deux cas, on vise à assurer la mission de l'entreprise. S'il y a zéro convivialité, vous n'êtes pas capable de travailler dans l'entreprise, la compagnie va fermer. S'il y a trop de sécurité à l'excès, vous n'êtes pas plus capable de travailler, puis vous allez fermer pareil. Donc, il faut trouver le juste milieu par rapport au niveau de menace appréhendée. Ben, j'aime beaucoup l'effet de convivialité, c'est le confort, c'est le côté pratique, c'est les features parce que c'est ça qui est vendu. Que ce soit quand je m'approche du véhicule à telle distance, s'il se démarre, ou si je veux le démarrer à distance, ou partir l'air climatisé, ou le déverrouiller avec mon pied parce que j'ai les mains pleines. Il y a un paquet de features qui sont vendus pour justement le côté convivial, mais on ne se soucie pas de la sécurité. Puis j'ai l'impression qu'on ne se soucie pas de la sécurité comme consommateur parce qu'on l'assume que c'est sécuritaire de la part des manufacturiers. Et ça ne semble pas être le cas. Tu vois aux nouvelles je vais dire des voleurs qui sont avec des antennes ou des fils, je ne sais pas si c'est avec bien des modèles récents, mais qui captent le signal de ta télécommande qui n'est pas loin de l'entrée, puis ils sont capables d'intercepter puis de démarrer. C'est aussi facile que ça. Oui. En le sens qu'ils ont les cartes, là, avec ce que tu me dis, je comprends Oui, bien. Là, puis pas n'importe qui. Moi-même, je ne serais pas capable de le faire. Mais quand j'ai les outils, c'est aussi facile. Donc, c'est pas si sécuritaire que ça. C'est relativement facile à faire. OK? Là, on parle ici en français, une attaque par rejouage. Ça sonne un peu bizarre. Là. En anglais, c'est un replay attack. Là. OK. C'est bon même l'anglais. là, ce ne serait même pas un replay attack. Ça serait plus une attaque de min in the middle. OK? Parce qu'un replay, je rejoue la même chose. Ici, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est une distinction qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup de démonstrations. Okay. J'appelle ça les magiciens de l'Internet. Il faut faire attention. Sur beaucoup de véhicules, on utilise maintenant ce qu'on appelle des rolling codes. Un rolling code, c'est à toutes les fois que je paye sur ma télécommande, ça envoie un code différent. OK? C'est comme du OTP, du One-Time Password. À toutes les fois que je paye sur mon bouton déverrouiller la porte, ça envoie un code différent. C'est aléatoire, c'est différent, ça change. Ce n'est pas aléatoire. C'est un algorithme parce que l'auto doit connaître les codes qui s'en viennent que la télécommande va générer. Donc, ça donne si je lis les codes qui sont envoyés, ça donne une apparence pseudo-aléatoire. Mais en termes réels, ce n'est pas aléatoire puisque le véhicule doit être capable de savoir ce qui s'en vient. OK? Donc c'est un peu l'idée derrière ça.
Et on peut faire des démonstrations sur beaucoup de véhicules où, par exemple, ça a été un petit peu là, la folie avec justement le Flipper Zero, qui est un dispositif éducatif qui est utilisé dans le domaine du hacking, puis tout ça, qui est une, je vais vous le dire, là, le terme, c'est une bébelle, c'est un gogos. Il n'y a personne des services secrets qui utilise ça là, pour attaquer des systèmes. Là. C'est un bidule pour s'amuser. C'est un jouet pour adolescents. Là, c'est ça que ça sert. Okay? Tom Cruise n'utiliserait pas ça dans Mission Impossible. Par exemple. Impossible. Mais jamais il va utiliser ça. C'est oublier ça. Ben, il pourrait, mais il va chier sa mission. OK? Tom Cruise, il n'est jamais mort dans Mission Impossible. Ben, probablement qu'avec un Flipper Zero, on a des chances de le retrouver mort avec son dauphin dans les mains. Donc, ça ne fait pas de sens, cette histoire-là. Par contre, est-ce que je peux faire des démonstrations qui viennent vraiment, je vais dire, choquer, qui viennent brasser les idées? Oui. L'exemple typique, c'est moi, si je pèse, par exemple, sur une télécommande d'un véhicule, on va dire que le code, c'est 1, 2, 3, 4. Mais si je suis assez loin de mon véhicule, le véhicule, quand je vais peser sur le bouton, puis je vais envoyer 1, 2, 3, 4 avec ma télécommande, il ne recevra pas le code 1, 2, 3, 4 parce que je suis loin. Si j'intercepte ce code-là avec un équipement comme un Flipper Zero, et que là, je me rapproche du véhicule et que je fais replay, je fais rejouer le code, là, à ce moment-là, les portes vont débarrer. Là, je vais dire, hey, je suis hyper vulnérable. Mais dans la vraie vie, comment je vais faire pour intercepter un bouton déverrouillé alors que le véhicule du suspect est loin ou de la victime est loin? La seule solution, c'est si j'ai la télécommande dans les mains. Et si j'ai la télécommande dans les mains, m'embarquer dans le char, me partir avec. Je ne vais pas prendre un Flipper Zero. Bon. Fait que moi, quand les gens me disent comment je fais pour voler un char avec un Flipper Zero, il y a un journaliste qui m'a posé la question. C'est facile de voler un char avec un Flipper Zero. Tu prends le Flipper Zero dans tes mains, tu t'éloignes un petit peu, puis tu le lances très, très fort dans la fenêtre pour la casser. Fait que là, ça va te donner une option pour entrer dans le véhicule. Et c'est à peu près la seule chose que tu peux faire avec ça. Donc, tu sais, bon, c'est là qu'on en est. Plus un il y a certains véhicules dans le passé. Tu sais, il y a Honda, entre autres. Oui, mais il y a des exceptions, comme Honda, ils ont été durant plusieurs années. Je ne sais pas où est-ce qu'ils s'en sont rendus. Je n'ai pas fait de vérification dernièrement. Mais sur beaucoup de véhicules, ils utilisaient ce qu'on appelait des codes fixes. C'est-à-dire, c'est toujours un 2, 3, 4 qui est envoyé. Bon, ben là, à ce moment-là, quand tu l'as intercepté une fois, tu es capable de le rejouer. Mais là, ici, ce n'est pas grâce à la puissance du Flipper Zero. C'est à cause de la faiblesse de ce qui est implémenté en matière de sécurité. Donc là, on a un enjeu. L'autre affaire qu'on a, quand je parlais de convivialité, moi, j'ai un petit bébé qui vient d'arriver. Qu'est-ce qu'ils font les parents avec les petits bébés, avec les trousseaux de clés? Ils se font dire Ils leur laissent les trousseaux de clés. Ah. Ils se font dire félicitations aussi. Mais là, sont au promenade Saint-Bruno. Ils sont au, je suis plutôt Clearview, machin truc, un autre centre d'achat. Et là, les enfants sont en train de se promener dans le corridor ou bien sont à l'halte bouffe. Puis là, ils jouent avec les pitons, puis les PC pitons. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quand on utilise des rolling codes, on a ce qu'on appelle une fenêtre de contingence. C'est-à-dire que l'auto, elle s'attend toujours de recevoir, par exemple, un des prochains 10 codes qui s'en vient. Pourquoi? Parce qu'il pourrait arriver quand tu payes sur un 2, 3, 4, ben, le 1, 2, 3, 4, ça griche puis il ne se rend pas au véhicule. Fait que là, s'il a manqué le 1, 2, 3, 4, tu ne pourrais plus jamais déverrouiller ton auto. Fait que ce qu'on appelle une fenêtre de contingence en termes de rolling code qui va faire que s'il a manqué 1, 2, 3, 4, puis le prochain, c'est 2, 2, 6, 4, 2, 2, 6, 4 va marcher. Et quand le véhicule reçoit un code valide dans sa fenêtre de contingence, il va redéplacer sa fenêtre de contingence pour les prochains codes valides. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais mettons qu'il y en a 20 codes de contingence. La fenêtre de contingence, elle a 20 codes de large. Et votre bébé, il paye 150 fois sur le piton déverrouillé pendant que vous êtes en train de magasiner chez Winners. Là. Quand vous allez arriver avec votre véhicule et vous allez faire déverrouiller le char, il ne déverrouille plus. Pourquoi? Parce que vous avez dépassé la fenêtre de contingence. Alors là, vous devez faire quoi? On fait remorquer le véhicule chez le concessionnaire qui va resynchroniser la clé avec le véhicule. Alors là, pour des raisons de convivialité, là, on a mis au point des mécanismes, je ne parlerai pas des véhicules, mais sur certains véhicules que, par exemple, si tu fais barre, débarre, puis ouvre la poignée, ça dit à l'ordinateur de véhicule, réinitialise les codes dès le départ. Alors, mon code que j'ai intercepté ne fonctionne pas
Mais je peux m'amuser sur le véhicule à réinitialiser les codes de base. Puis, il y a certaines attaques comme ça qui peuvent être faites. C'est des attaques qui sont dues à une mauvaise implémentation des mesures de sécurité. Je reviens à l'exemple. Ce n'est pas la puissance. Un flipper zéro, il n'y a rien là-dedans. Là. En termes d'électronique, probablement là, que votre télécommande de télévision a quasiment plus de puissance d'électronique qu'un flipper zéro. Fait que, on s'entend que c'est une image que je dis là. Je ne veux pas que quelqu'un m'écrive en disant j'ai comparé les deux, puis c'est pas vrai. Mais dans un flipper zéro, il y a très peu d'équipements sophistiqués. D'ailleurs, les plans sont disponibles sur Internet, vous pouvez vous en fabriquer un facilement. Donc ça, c'est un enjeu. C'est un enjeu par rapport à l'implémentation. L'enjeu qu'on disait tantôt, ce qu'on appelle le man in the middle attack, où est-ce que je vais intercepter un signal et l'émettre. Ben, c'est l'exemple, vous parliez avec quelqu'un avec des antennes. Là, ben, l'idée, c'est que le véhicule, lui, il cherche une clé. Bonjour, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Puis personne ne répond à cette information-là nécessairement. Et si moi, j'intercepte ce que le véhicule dit avec une antenne et que je transmets ça à une autre antenne qui est proche de la clé, tout ce que je fais, c'est que je répète l'information. Donc, le dispositif intercepte l'auto qui dit « Allô, es-tu là? La clé, es-tu là? » J'intercepte ce message-là. Je l'envoie par cellulaire, par Wi-Fi, par Bluetooth, limite, on s'en fout de la technologie. Je l'envoie à l'autre appareil qui, lui, près de la clé, va se faire passer pour l'auto. Il va dire « Allô, bonjour, je suis l'auto. T'es-tu là? T'es-tu là? T'es-tu là? » Et là, la clé va dire « Ah, on m'appelle. » Fait que la clé va dire « Oui, oui, je suis là. Oui, oui, je suis là. » Fait que j'intercepte ce que la clé dit. Je l'envoie à l'autre bidule qui, lui, à côté de l'auto, va dire « Oui, oui, je suis là, je suis la clé. » Et là, les portes vont débarrer. Je vais être en mesure de démarrer le véhicule. Et ça peut même se faire, il y a eu des preuves de concept, même à distance, à l'autre bout du monde. C'est-à-dire que je pourrais avoir un attaquant qui est à l'aéroport Montréal-Trudeau, dans le stationnement. Il intercepte l'auto qui dit « Allô, t'es-tu là, la clé? » Il envoie ça par cellulaire à un dispositif qui est au Mexique. Et moi, je suis au Mexique avec le dispositif. Je suis près du gars qui est sur la plage avec sa clé d'auto dans son sac de plage. Et là, « Allô, t'es-tu là? » La clé va dire « Ben oui, je suis là, je suis là. » Je renvoie ça par cellulaire à Montréal. Et là, à ce moment-là, le dispositif il va dire à l'auto « Oui, je suis la clé, ça va débarrer, puis ça va ouvrir. » Mais encore là, c'est quoi le problème de ça? C'est pas un enjeu de sécurité. C'est parce qu'on a dit aux gens « On aime ça quand tu arrives à côté de ton auto, puis la porte débarre toute seule. Hey, on aime donc bien ça. » C'est parce qu'on a mis en place de la convivialité. Mettons que la seule manière de démarrer ton véhicule, c'est de peser sur le bouton de la clé en même temps que tu pèses sur le bouton Start sur le véhicule. Il n'y en a plus de possibilité d'intercepter les ondes. Là. Pourquoi? Parce que là, je suis dans le véhicule. Il faut que je sois dans le véhicule. Fait que si les clés traînent dans mon entrée de maison, ben, il n'y a pas. L'échange. Je veux le démarrer à distance pour le réchauffer ou le refroidir d'avance. Ça revient toujours à ça. Et même là, le démarrer à distance, ça sous-entend que je vais appuyer sur la clé. Déjà là, c'est moins grave. Là, la problématique, c'est que je peux intercepter le signal même si personne ne pèse sur la clé. Je comprends. Je vais vous donner un exemple. Mettons que quelqu'un qui est bien parano, là, il pourrait tout simplement là, faire un trou dans sa clé, couper le fil de la batterie puis mettre une switch mécanique. Et quand il est à la maison, il met la batterie à off. Fait que la télécommande n'est pas énergisée. Il n'y a pas d'énergie dans la télécommande. Donc, à ce moment-là, quand même que le véhicule, par X moyen, envoie l'information « Allô, t'es-tu là? » Elle ne peut pas répondre, elle n'a pas de batterie. C'est comme si elle était morte. Alors là, je mets la switch à on, j'alimente en électricité la télécommande et là, je serai en mesure d'avoir une interaction au niveau RF avec le véhicule. Voyez-vous ça, là? Quand on parle de solutions technologiques, là, je ne suis pas dans du chiffrement militaire ici. Là. Je suis dans avoir un bouton physique qui coupe la pile. Ça revient à. Il faut réfléchir à du convenience, à de la convivialité pour la sécurité. Ça revient à ça parce qu'au lieu d'être juste. Parce que c'est certain que si un manufacturier n'avait que focusé sur la sécurité, il aurait perdu énormément en convivialité. Il y aurait eu des plaintes. Ça aurait été négatif pour la business. Là, je pense que, et j'espère qu'il va y avoir de plus en plus une prise de conscience, même une demande du consommateur. L'exemple que tu viens de donner là, elle est bonne dans le sens, j'ai ma télécommande, en plus d'économiser ma pile, qui n'est pas vraiment, mais c'est le côté sécurité, je peux mettre ça à off. Je rassure, il y a des gens qui paieraient pour ça, parce que ça, c'est du convivial, c'est une sécurité. Je sais que je peux laisser ma clé dans mon entrée ou sur mon rack à clé, là,
parce que le gars dehors, il ne pourra pas intercepter le signal ou peu importe. Il pourra avoir une ou deux petites features. Effectivement. Ça ne doit pas être sexy, ça ne doit pas se vendre. Puis, tu sais, on parle de sécurité et de convivialité. C'est un autre des sujets qu'on parlait. Je l'ai vécu avec le nouveau véhicule à ma femme, les véhicules récents, les écrans digitaux. Là, je veux mettre mon siège chauffant, même si je veux changer des paramètres pour la ventilation ou baisser mes fenêtres, même dans certains cas. Heureusement, les fenêtres, il y a encore des boutons sur les portes, mais tout se fait au niveau de l'écran. Il n'y a pas un risque, parce qu'encore là, ça, c'est comme l'ultime de convivialité, de je vais te rendre une belle expérience, ça va être le fun. Il y a beaucoup d'éléments de sécurité qui semblent négligés avec ces systèmes-là, non? Puis moi, je vais vous dire, Dominique, pour moi, je ne parle même pas de convivialité. Là c'est sûr qu'on parle d'un deuxième volet de sécurité. Il y a le premier sécurité qu'on parlait le plus par rapport on va dire, au vol du véhicule. Exact. Là, c'est sûr qu'on parle plus de sécurité en termes d'utilisation du véhicule. Ouais. C'est sûr que moi, je suis très surpris de ça. Je ne comprends pas. C'est reconnu dans la communauté scientifique que l'utilisation, par exemple, d'un téléphone cellulaire au volant, ça augmente grandement les risques d'avoir des collisions, d'avoir des accidents, surtout quand on a, par exemple, des routes comme au Québec où on rencontre la 138, la 132, où est-ce que si je sors de ma ligne, je vais faire un face-à-face. Là, je ne vais pas juste manger la garnotte. Là, je vais avoir un impact avec un véhicule en sens inverse. Donc, à ce moment-là, on a des enjeux qui ont été démontrés scientifiquement. Et là, on dit, tu ne peux pas utiliser ton téléphone cellulaire au volant, qui est une très, très bonne chose. Mais moi, quand j'étais plus jeune et que je voulais mettre, par exemple, le chauffage dans le véhicule, l'air climatisé, je voulais mettre les feux de hasard de route, ce qu'on appelle les 4 flasheurs, je pouvais, sans même quitter la route des yeux, étendre ma main. On parlait beaucoup d'ergonomie à l'époque. Et c'est une des raisons pourquoi il y a beaucoup de commandes qu'on a amenées au volant pour amener de l'ergonomie. Maintenant, on a complètement perdu le contrôle là-dessus. On a rendu avec des véhicules comme Tesla, par exemple, il y a beaucoup d'autres véhicules. Où est-ce que là, j'ai un écran tactile. Alors là, un écran tactile, là, comment je fais pour savoir que j'ai pesé à la bonne place? Il y a pas... Là, il y en a qui vont dire oui, il y a certains. Je ne sais même pas si ça existe dans les véhicules. Sur les téléphones mobiles, les tablettes, je peux avoir il y a un terme technique, là, mais du rétro-feeling. Ça va vibrer quand je pèse à la bonne place. Fait que je vais savoir qu'il y a de la rétroaction sur certains équipements informatiques. Je pense pas que j'ai Dans vu les ça véhicules, à ma encore. connaissance, j'en ai jamais vu. OK? Mais peut-être que ça existe. Bon. Mais même si ça existait, ça reste que je dois quitter la route des yeux. J'ai un écran qui est grand, qui contient énormément de possibilités d'information. Il y a un principe en sécurité qui est le principe KISS, là, Keep it simple, stupid. Là. Le plus c'est simple, mieux que c'est. Et là, c'est l'inverse. Mettre le chauffage, j'ai 18 options, le mode économique, le mode super top blower, puis il y a plein en avant, en arrière, chauffage. À dire, est-ce que c'est synchronisé gauche-droite? Slack, il faut avoir sérieusement une technique en climatisation pour être capable d'utiliser le système de climatisation du véhicule. Et il est 100% sur un écran tactile. Alors ça, pour moi, sérieusement, je ne comprends pas. Et on n'est même pas dans la convivialité parce que ce n'est pas rapide. On est dans la fonctionnalité. On veut vendre le plus possible de fonctions qui souvent ne servent absolument à rien pour le consommateur moyen parce que jamais il va aller voir les fonctions. Moi, ça m'arrive régulièrement. Moi, je suis un gars de technologie. Ça m'arrive régulièrement d'embarquer dans le véhicule de mes chums. Puis, comment tu as fait de faire ça? Ben oui, mais tu as l'option. J'ai jamais découvert ça. Ben oui, tu as cette option-là dans ton véhicule. Ben voyons, personne ne m'a jamais dit ça. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options. Puis, les gens n'utilisent pas toutes. Fait que ça, c'est un enjeu. Puis, même quand on amène maintenant certaines commandes qui sont maintenues au volant, vous remarquerez que maintenant, derrière le volant, où on avait les anciens cadrans analogiques, on a un autre écran maintenant. Et les boutons au niveau du volant servent à naviguer dans l'autre écran où je suis obligé de baisser mes yeux constamment pour aller voir ce qui se passe. Alors que c'est à l'inverse. Quand on parle de conduite de véhicule, on parle toujours de regarder haut et loin. C'est comme ça qu'on est capable d'appréhender les obstacles et d'être prêt à faire des manœuvres.
Et là, ben, on regarde en bas, etc. La nuit, c'est encore pire parce que là, on perd une partie de notre vision de nuit quand on regarde des écrans qui sont lumineux et les gens n'ont pas appris à baisser la luminosité. Vous regarderez dans votre entourage le nombre de personnes qui sont habituées de fermer la luminosité des écrans dans le véhicule lorsqu'ils conduisent la nuit. Il y en a très peu. Même au contraire, les gens ils allument les LED des planchers en dessous de la console parce que c'est beau. Mais pendant que vous êtes en train d'avoir l'air d'un ovni, là, avec des LED qui se promènent de toutes les couleurs, vous brisez votre vision de nuit et vous êtes en train de vous isoler et vous perdez cette capacité de voir de loin là. Donc, présentement, il y a comme une orientation du monde de l'automobile qui semble aller dans le sens même inverse. Je dirais non pas de travailler en sécurité, mais même dans certains cas, de nuire à la sécurité. Et moi, je compare beaucoup, puis je viens de donner une conférence justement au deuxième colloque sur la cybersécurité dans l'aviation là, à Montréal. Et ben, dans le domaine de l'aviation, c'est la sécurité en premier. Hein? Quand vous prenez un billet d'avion, là, on ne vous vend pas la liste des films qu'il y a dans le système d'infodivertissement. Et on ne vous vend pas là, que c'est du quadraphonique THX Dolby Digital 75. La largeur des sièges, on arrive à telle heure, aux jambes. On garde ça à la base. Pourquoi? Parce que c'est la sécurité avant tout. Alors que dans le domaine des véhicules, présentement, ben, c'est la course. On dirait que c'est le plus de cossins que tu vas avoir dans ton véhicule, on dirait le mieux que c'est. Hey, avant ça, là, quand on avait un petit miroir avec une lumière pour te maquiller, là, ou ben, hey, tu avais une graine d'un œil, là, hey, là tu étais vraiment dans des options là, que là, on est un deluxe. Là, on allait loin. Les consommateurs, ça, les demandes probablement incessantes des consommateurs qui demandent des nouvelles. Et le manufacturier ne veut pas y aller. On n'a pas reculé loin. Là, il y a quelques années au Canada, là, il n'y avait pas d'ancrage pour les bancs pour bébés dans les véhicules automobiles. Bon point. Donc, les gens ne voulaient pas payer pour ça. On n'avait pas de feu de jour automatique sur les véhicules. Il a fallu qu'il y ait, je ne me rappelle plus de combien de face-à-face avec des accidents mortels pour qu'à un moment donné, Transport Canada dise si vous voulez vendre des véhicules au Canada, vous devrez avoir les feux de jour dans le véhicule, sinon vous n'en vendrez plus. Ici, quand on parle de sécurité, là, moi, pour me connecter à l'université, à mes courriels, c'est de la double authentification. Il m'envoie un code sur mon téléphone que je. Puis c'est la même chose sur mon compte d'enseignant que mon compte d'étudiant. Ben, j'ai deux comptes. Je suis étudiant à la maîtrise en gestion de l'innovation. Fait que je suis encore avec ça. Et quand j'embarque dans mon véhicule de 70 000 $, j'ai la clé dans mes poches, mon ami, la porte de bord, c'est tout seul, j'embarque là-dedans, ça part tout seul. C'est terrible, là, tu sais. Et pourquoi je n'aurais pas, par exemple, je rentre dans le véhicule, quand je démarre le véhicule, j'ai l'écran qui s'allume, ça m'envoie, parce qu'il y a un cellulaire dans le véhicule. On en parlera peut-être un peu plus tard. Je pense que je ne veux pas voler des punches. Je pense que vous voulez aller un petit peu dans le côté un petit peu hardware dans le véhicule. Il y a un communicateur cellulaire dans la majorité des véhicules aujourd'hui. Donc, est-ce que je pourrais recevoir sur mon cellulaire? Voici, on vient de nous envoyer un NIP de 4 chiffres. S'il vous plaît, le rentrer à l'écran pour démarrer le véhicule. Ça, présentement, sur la quasi-totalité des véhicules des 15 dernières années, c'est une fonction de sécurité qui serait relativement facile à implémenter. Pourquoi ce n'est pas implémenté? Moi, vous le dire, là, il faudrait rajouter un bip. Là. Ça va faire c'est bip le peuple. Donc, on n'en veut pas de ça. Donc, tant que ça ne viendra pas d'une législation du gouvernement fédéral qui va dire maintenant, vous avez l'obligation. Tant que ça ne viendra pas des assureurs qui vont dire si tu n'as pas ça dans ton auto, on ne t'assure plus, on ne les assure plus les véhicules qui ne sont pas protégés. Je regarde le burinage des fenêtres, les Sherlock de ce monde, puis tout ça. Ouais. Pourquoi c'est pas fait à l'usine du manufacturier? Pendant que tout le véhicule est démonté. Je veux dire, là, non, ça coûterait trop cher. Mais un peu, là. Si Sherlock est capable de. Puis là, je ne veux pas faire de la publicité, je ne connais pas. Là. Non, mais je ne sais même pas si ça existe encore. Là. Bon, mais si Sherlock est capable de faire ça pour 200$, c'est fictif ce que je ne connais pas les chiffres. Là. Alors moi, je me dis, le manufacturier qui a accès aux pièces directement, je ne peux pas croire qu'il va faire ça pour plus cher que ça. 100% d'accord. Et il n'y a pas, en tout cas, moi, je n'en vois pas de volonté. S'il y en a une, moi, j'aimerais bien voir ça, voir les gens. Et là, les mauvaises langues. Les mauvaises langues. Et je n'en fais pas nécessairement partie, mais ce que j'ai entendu dernièrement dans des meetings, justement, qu'on a eu entre experts en sécurité,
Le monde dit, ben, mettons, puis je ne sais pas, peut-être vous le savez, Dominique, là, combien il y a eu de véhicules volés, mettons, en 2023? Dans les chiffres par cœur, non. Bon, c'est Mais quelques dizaines de milliers, là, pas je ne sais aller, pas combien, mais c'est quelques dizaines de milliers. Et en général, ce sont des véhicules relativement récents. Bien, dites-vous que si c'est fictif, là, 25 000 volés au Canada, qui ne sont pas volés pour s'en aller en Gaspésie, qui sont volés pour embarquer dans un conteneur pour aller dans d'autres pays. Ça veut dire que l'industrie de l'automobile canadienne va vendre 25 000 chars de plus. Donc, présentement, pour les manufacturiers, est-ce qu'il y a un enjeu au vol de véhicules? La pression va venir des assureurs. 25 000, ou ça permet ça permet de vendre 25 000 véhicules de plus? Moi, j'ai un peu comme je vous dis, j'ose espérer que ce n'est pas la vision de l'industrie, mais quand quelqu'un me dit ça, je manque d'arguments pour démolir cette vision-là. Je ferai l'avocat du diable en disant, je ne crois pas qu'un manufacturier aurait autant de laxisme volontaire. Puis là, justement, comme certains modèles ont connu et des rappels, qui sont faciles à voler en faisant telle ou telle opération, sur TikTok aussi ou ça, il y a eu les Honda, il y a eu des Hyundai, il y a eu... Donc, je ne pense pas qu'un manufacturier va courir après ce risque-là. C'est certain que s'il y a une perte totale, un vol ou un accident, lui, l'usine à tout, c'est ça son objectif, il revend un autre véhicule. Mais je pense que la pression va venir des assureurs, parce que là, c'est là qu'à un moment donné, puis là, je n'embarquerai pas dans le politique, mais on le sait qu'ils s'en vont au port et qu'ils quittent. Il y a une job là à faire, ça, c'est une autre affaire. Mais au-delà de ça, je pense que la pression va venir des assureurs. C'est plus policier, je ne veux pas nécessairement non, c'est ça, moi non plus. Mais je pense que c'est les assureurs. Et au niveau comme technologique, il y a des gros enjeux. Absolument. Tu parles d'enjeux technologiques. J'avais pris la note parce qu'on avait eu rapidement l'échange, les affichages digitales polarisés. C'était un peu avec les écrans que tu parlais. Là, Ça, c'est un exemple de produit qui est. Moi, j'appelle ça comme ça. Je ne sais pas si c'est vraiment un terme qu'on peut appliquer là-dessus, mais on va parler de systèmes qui sont bad, broken as design. Okay? En français, c'est déficient tel que conçu. Bon. C'est une mode depuis quelques années. Pourquoi? Parce que on est beaucoup dans le software. Fait qu'on sort des logiciels, puis quand c'est planté, on fait une patch. Ça va bien. Mais dans le domaine physique, si je sors un pneu qui est défectueux, il n'y a pas de port USB pour mettre ça à jour sur un pneu. Là. Fait que, je suis pogné avec. OK? Même affaire que j'achète une table chez Ikea, puis il y a une patte qui est plus courte que les autres. Il n'y a pas de Wi-Fi pour mettre ça à jour. Là. Je vais être pogné avec. Et il y a beaucoup de véhicules qui ont commencé à utiliser, depuis quelques années, l'affichage ADEL, l'affichage numérique, etc. Et la plupart des affichages, l'affichage sur lequel vous me regardez présentement, ce sont des affichages qui sont dits polarisés. Je ne veux pas embarquer dans un cours d'optique, là, mais la polarisation, ça a un lien avec comment la lumière se déplace. Et il faut que vous voyez ça comme étant, quand c'est polarisé, par exemple, horizontalement, mais imaginez-vous là, que vous avez des fentes horizontales qui sont très, très, très fines. Fait que quand la lumière se déplace de haut en bas, elle est interceptée. Elle ne peut pas traverser. Mais quand elle se déplace de gauche à droite, elle est capable de passer dans la fente. C'est un peu l'image que je pourrais vous donner. Quand on conduit et qu'on a des lunettes solaires de qualité, on a des lunettes dites polarisées. OK? Probablement pas les vôtres. Est-ce qu'ils sont polarisés, les vôtres? Oui. Pas celles que vous avez là. Vos solaires? Oui, ils sont solaires, ceux-là, polarisés. OK, bon. Fait que si sont solaires polarisés, puis vous me regardez présentement, bien, techniquement, si vous virez votre tête, à un moment donné, votre écran va venir noir. Parce que votre écran va être polarisé à 90 degrés par rapport à vos lunettes. Donc, par exemple, moi, j'avais des lunettes, je ne me rappelle plus c'était quoi. Je pense que c'était pas Origin, mais en tout cas, c'était une autre marque. Et ça a donné que dans mon véhicule, mes lunettes étaient les lunettes qui sont polarisées standard. Là. Pourquoi? Pour les reflets sur l'eau, etc. Donc, les autres, ils ne changent pas l'angle de polarisation. Les lunetiers, l'angle de polarisation est toujours la même. D'après ce que j'en connais, je ne suis pas un expert en lunettes, là, mais c'est fait pour les plans d'eau, etc. Donc, techniquement, les plans d'eau, ils ne changent pas de polarisation. Donc, si les lunettes sont faites pour se prémunir des reflets sur l'eau, probablement que les lunettes, c'est une hypothèse que je donne, probablement que les lunettes sont polarisées toujours de la même manière. Et quand je rentrais, par exemple, dans une BMW, je pense que c'était 2006, une 328, ben, ça a donné que mes lunettes étaient polarisées à 90 degrés par rapport à l'affichage du véhicule. Donc, en mettant mes lunettes de soleil, tout l'affichage devenait noir. Donc, pour connaître,
par exemple, le poste de la radio, en conduisant, j'étais obligé de virer ma tête à 90 degrés pour voir l'affichage apparaître. Et là, tu dis, comment on a pu mettre dans des véhicules de l'affichage qui est polarisé par défaut, ce type d'affichage-là, ce que j'en comprends, qui est à 90 degrés des paires de lunettes qui sont vendues sur le marché. Là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et là, j'ai nommé BMW, mais il y a plein d'autres véhicules. Ce n'est pas une question. BMW, je ne pense pas que c'est eux autres qui fabriquent leurs écrans. J'ai l'impression qu'ils achètent les écrans d'un fournisseur d'écran, on s'entend. Là. Donc, probablement un fournisseur qui fournit plein d'autres manufacturiers. Exact. Et voyez-vous, ça, pour moi, c'est un enjeu de sécurité. Ça ne fait pas de sens qu'un véhicule qui a ce genre de technologie-là soit incompatible avec des lunettes conçues pour la conduite, entre autres choses. Donc là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et voyez-vous, c'est un des exemples. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de polarisation au niveau des écrans dans les véhicules. C'est un bon exemple qui dépeint un peu probablement la réalité d'un véhicule. Tu sais, un véhicule, il y a 20, 30, 40 000 pièces là-dedans. Il y en a qui bougent, il y en a qui sont fixes, tu as de l'électronique, de la mécanique. Tu as probablement, puis je ne connais pas les chiffres, mais 150, 200 fournisseurs au total. Tu sais, on parlait de pneus, les coussins gonflables, mais la plupart aussi des systèmes embarqués, des technologies, des radars, des sensors et des cellulaires, de tout ce qu'il y a dans le véhicule qu'on n'est des fois pas au courant. Ben, la majorité du temps, ce n'est pas le manufacturier qui l'a bâti from scratch. Il prend des morceaux d'un peu tout le monde. Puis c'est un peu la même réalité que dans mon industrie, les concessionnaires automobiles que je desserre ont un peu cette réalité-là. Ils ont 20-25 fournisseurs, tous défragmentés, pour avoir le DMS, le CRM, le site web, l'outil, puis le financement, puis l'affaire. Puis c'est à peu près la même chose. Mais ce qui est surprenant, puis c'est un bon exemple, c'est que quelque chose comme ça est passé les étapes avant d'aller sur le marché, quand c'est quelque chose qui devrait aller de soi avec l'angle de la polarisation. Heureusement, j'espère que c'est quelque chose qui était à l'époque, qui est moins présent aujourd'hui. J'ose assumer ça. Bien, ça revient à probablement la vision, le thinking derrière. Est-ce qu'on a passé plus de temps à dire « Oh, les beaux petits icônes en couleur qui clignotent » ou on a passé du temps à dire « Pourquoi je mets un écran? » Je mets un écran pour transférer de l'information au conducteur du véhicule. C'est à ça que ça sert à mettre un écran. Donc, est-ce que j'ai regardé en situation de réflexion du soleil? Est-ce que j'ai regardé quand il y a beaucoup de luminosité, quand il n'y en a pas beaucoup? J'assume qu'ils font Est-ce que j'ai regardé l'angle de vue? Est-ce que j'ai regardé la polarisation? Ben moi, je vais vous dire une affaire, Dominique. J'assumais que. Aujourd'hui, si vous me posez la question, est-ce que j'assume que? Je vais vous dire, ben, définitivement non. C'est pas le domaine de l'auto qui font ça. Là. On le voit dans le domaine des coffres-forts. Je suis allé chercher un coffre-fort, ce qu'ils appellent un coffre-fort pour le commun des mortels, dans une grande surface dernièrement. Un coffre-fort qui doit être rendu à sa 4e ou 5e génération. OK? Depuis 8-10 ans. Et il y a 8-10 ans sur Internet, il y a quelqu'un qui expliquait comment on ouvre ce coffre-fort-là électronique avec une attaque comme vraiment ridicule. La personne a même transféré l'information à la compagnie de coffre-fort. Et 4, 5, 6 générations de coffres plus tard, je vais l'acheter. On parle d'un coffre-fort de 3, 4, 500 pièces. Je l'amène à la maison. En à peu près 5 secondes, pas de code, je l'ouvre. Alors là, je me dis, attends un peu, là, eux autres, là, c'est une compagnie de coffre-fort. Le seule vision qu'ils devraient avoir, c'est une vision de sécurité et ils passent à côté. Alors, quand je pense à un véhicule, que le première vision, c'est même pas la sécurité, ben, je me dis c'est facile de passer à côté. Les véhicules, présentement, on vend quoi? On vend du rêve, on vend un standing. Hein? Il y a un standing encore associé au véhicule. En tout cas, au Canada, on est encore avec ça. Présentement, il y en a que ça va être l'inverse. On dit si tu es un véhicule, tu tues la planète, tu es un tueur de planète. Fait que là, ben, ça vient jouer sur le standing. C'est ton standing. C'est ton standing. Tu es un tueur. T'es un tueur. Moi, j'étais un tueur de planète. Mais moi, quand j'étais jeune, c'était le petit Jésus qui pleurait quand t'es pas gentil. Puis aujourd'hui, c'est la Terre qui pleure. Il y a tout le temps quelqu'un qui pleure dans l'histoire. Je ne sais pas ça va être quoi après la Terre, là, mais tu sais, ça va peut-être être dans l'histoire de l'humanité. Ça va peut-être être les consommateurs qui vont pleurer parce que tu as dit ils ont pensé à juste vouloir transférer de l'information au conducteur. C'est un peu le seul feature. Mais ils ont aussi pensé à se transférer de l'information.
Ça, c'est un autre sujet que je trouve qui est peut-être méconnu. Puis tu le disais, mettons, cellulaire, il y a bien des gens qui ne savent pas que peut-être par défaut, dans la majorité des véhicules, il y a des cellulaires. Euh, la quantité phénoménale de données et de renseignements personnels qui sont collectés par les véhicules et qui sont envoyés aux manufacturiers et qui, après ça, comme on l'a vu dans une étude aux États-Unis avec le Mozilla Foundation, il est arrivé dans l'actualité aussi avec GM, tu as des manufacturiers qui vendaient ces renseignements-là à des data brokers ou des compagnies d'assurance. Là, ça a sorti. Au Canada, j'ose espérer que ce n'est pas le cas, mais aux États-Unis, GM qui, entre autres, là, a arrêté ce programme-là lorsqu'un conducteur qui s'est vu euh, dans l'explication de ta prime d'assurance à double, même si tu n'as pas eu d'accident, parce qu'on a les données que tu freines, puis l'accélération, puis la chaîne a débarqué, mais c'est-tu mon idée où les gens sont mais vraiment pas conscients de la quantité phénoménale de données et de renseignements, puis de plus en plus que les micros, les capteurs, les caméras et autres? Ben, regarde, si l'Internet des objets, là, on parle d'un thermostat électronique dans votre maison, c'est de l'Internet des objets, puis on considère que c'est déjà là, ça, c'est beaucoup de données. Ben, un véhicule, là, c'est c'est- 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 c'est un réseau complet d'Internet des objets. OK? Dans un véhicule, on parle de plusieurs ordinateurs. On utilise le terme beaucoup ECU là, pour Electronic Control Unit. Là, bon, je n'ai pas toute la terminologie dans les véhicules. Là. Je ne suis pas un expert en véhicules, je ne suis pas mécanicien, puis je ne suis pas technicien de véhicule. Mais on a énormément de capteurs à l'intérieur d'un véhicule. On a un réseau. Maintenant, on utilise beaucoup le réseau, on appelle ça le BusCAN, CAN, qui est beaucoup utilisé dans les véhicules. Pas juste dans les véhicules, les drones utilisent le BusCAN. Donc, dans les transports, maintenant, on utilise beaucoup ce médium de communication-là. On a non seulement beaucoup de capteurs, mais on a beaucoup aussi on a les informations du véhicule, mais on a beaucoup de données aussi qui viennent de l'extérieur. OK? Je donne l'exemple, par exemple, et ça, bon, probablement que vous avez peut-être des auditeurs qui sont encore plus ferrés que moi là-dedans, mais moi, je pensais que quand le véhicule de mon conjointe affichait les panneaux de signalisation, soit si tu rentres dans une zone 70 km/h, moi, je pensais que c'était un petit peu comme à la Google Maps, là, il y a une map de ça. Et là, j'ai découvert que non, 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 il y a une caméra en avant du véhicule qui regarde les panneaux et qui va extraire, si on veut, Wow. les données du monde réel et qui va les convertir en données numériques pour être utilisées par les systèmes embarqués dans le véhicule. Donc, il y a les données du véhicule, mais il y a également les données sur l'environnement extérieur, comme par exemple les panneaux de signalisation. L'autre chose, quand vous synchronisez votre téléphone cellulaire avec, parce que vous voulez écouter la musique, ben, dans certains cas, ça va télécharger l'ensemble de vos contacts, l'ensemble de vos SMS, etc. Quand vous vendez votre auto, on apprend aux gens, quand on vend son téléphone cellulaire, il faut réinitialiser le téléphone pour s'assurer qu'il n'y a plus aucune donnée dans le téléphone. Quand vous Ouais. vendez votre ordinateur, vous devez vous assurer non seulement de formater, mais formater, ce n'est pas assez bon. On doit, le terme en français, je ne le sais jamais, en anglais, on dit sanitize. OK? On doit, en français, Sanitiser, ça ne ouais. fait pas vraiment de sens, Sanitiser, ouais. stériliser en français les disques durs. Ouais. Mais on doit s'assurer qu'il n'y a plus aucune, ce qu'on appelle des données rémanentes sur un disque dur. C'est où vous avez vu le bouton reset sur votre auto? Quand vous vendez votre auto, là, le piton, là, reset to default all the data in the car, ça n'existe pas. Il n'y a pas ça. Dans les Ça veut dire que quand vous menus, vendez votre auto à quelqu'un d'autre, il y a peut-être tous vos contacts encore. c'est arrivé, puis tu Pardon, as ça a coupé, raison. excusez, Oh Dominique. non, mais je vois, il y a un petit peu lag, j'ai vu, là, mais ce que j'allais dire, c'est que c'est arrivé et il y a un consommateur qui a vendu son véhicule, puis c'est là que les consommateurs et les concessionnaires ont commencé à être un peu plus conscients de cet enjeu-là. Peut-être 2, 3 ans aux États-Unis, le propriétaire achète un véhicule, puis il se rend compte que les infos de l'ancien sont toujours là. Il y a des affaires de GPS, puis il y a la porte de garage Homelink qui est encore toute programmée. Fait que le gars, il s'est rendu au domicile de l'ancien propriétaire, puis il a ouvert sa Et porte de voilà. garage, juste pour lui dire hey, check. Puis là, ils ont contacté l'ancien concessionnaire. Et là, il y a des entreprises maintenant qui se sont spécialisées dans effacer les données. Donc, je suis un concessionnaire, je reprends un véhicule d'occasion,
je veux faire effacer ce qui est de données puis de renseignements. Je ne suis pas certain que l'ensemble des véhicules ont des processus pour tout. J'ai mes renseignements dans les menus, des fois, justement, mes téléphones, mes contacts, ce que je vais avoir connecté avec mon téléphone que je peux effacer, faire un La reset. maison dans la navigation Home. C'est pas toujours effacé. Même la majorité du temps, ça ne Donc, l'est pas. effectivement, je suis capable. Et quand on parle de sécurité de l'information, je vais donner un exemple d'une affaire qui ne fait pas de sens. Vous allez dans un endroit et vous laissez votre véhicule au valet parking. Il a la clé de votre maison, de votre auto. Pendant que vous êtes au restaurant pendant 1h30, 2 heures avec madame, c'est la Saint-Valentin, on en profite. La personne, elle a accès à votre clé de maison et elle a accès à votre adresse. Alors, même si vous êtes comme moi, vous êtes un peu parano, vous savez que maintenant, dans les véhicules, on a le mode valet depuis plusieurs années. C'est-à-dire que je peux, par exemple, mettre mes objets de valeur dans le coffre à gants, je peux verrouiller le coffre à gants et dans le coffre à gants, il y a un bouton qui verrouille même le coffre arrière. Donc, de telle manière que la clé ne permet pas d'ouvrir le coffre, ne permet pas d'ouvrir le coffre à gants. Ce que je donne à la personne permet juste de déplacer le véhicule. Mais ça reste que s'il a accès au système d'infodivertissement, il a accès à mon adresse, il n'a pas accès à lire mon adresse sur le papier d'assurance qui traîne dans mon coffre à gants que j'ai verrouillé mécaniquement, ben, ça reste que il a accès dans le système d'infodivertissement à voir l'adresse où je suis. Il a accès à voir mon numéro de téléphone. Il a accès. Et ça, présentement, il n'y a pas de protection. Je vous le dis encore, là, pour moi, là, accéder à mon courriel de l'université, me trompe 3 fois de mon mot de passe, je suis gelé, puis si c'est la fin de semaine, là, ben, t'es fait, tu rappelleras le lundi. Quand vous allez porter votre auto chez le laveur d'auto, quand vous allez porter votre auto chez le mécanicien du coin, c'est quoi votre méthode pour verrouiller votre système, pour s'assurer que personne ne va aller voir votre système d'infodivertissement pour avoir accès à ces données-là qui sont quand même des données de nature quand même personnelle? Ben, la réponse, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'orientation de sécurité. Très bon point. Puis tu vois, même, il y a des En choses qui me passant, fait Dominique, c'est la penser première fois que je parle de ça. Là. Je vous parle, là, je suis en train de me faire peur moi-même. Là. Je suis en train de découvrir en vous parlant que On c'est vrai, je n'ai échange, jamais là, pensé ouais, à ça. Puis effectivement, ça n'a aucun bon sens. mais c'est vrai, Mais puis la réalité, c'est ça. c'est inquiétant encore plus quand tu regardes ce qui est collecté comme renseignement, tu sais, puis tu as ça, puis comme tu as dit, tu as les caméras extérieures, tu as beaucoup de vie privée puis de renseignements personnels qui sont capturés, mais ça va même que, puis je lisais dans le Mozilla Foundation, dans l'étude qui est sortie là-dessus justement, parce qu'ils lisaient les manuels du propriétaire, parce que la politique de confidentialité puis les consentements, ben, c'est dans le manuel du propriétaire. Puis là, les manufacturiers, ils disent, ben écoute, si tu conduis le véhicule, c'est qu'on assume que tu as lu le manuel du propriétaire, dans lequel tout est déclaré, tout est dit, tout est expliqué, puis tu consens, puis et là-dedans, entre autres, ben, c'est dit que tu es responsable si tu prends un passager qui va connecter son téléphone pour la musique ou autre. Il faudrait que tu lui dises, hey, attention, confidentialité, parce que là, je peux siphonner toutes tes affaires dans ton téléphone. Et ils se sont rendus compte qu'il y en avait des manufacturiers, puis là, je ne veux pas nommer et faire d'erreur, mais je pense que c'était comme Nissan, entre autres. Il allait même jusqu'à savoir tes préférences sexuelles, tes activités sexuelles, parce que si dans ton téléphone ou ta montre connectée ou tes objets connectés, il y avait ces renseignements-là, il allait jusque-là. Il ne se contentait pas des contacts. Fait que là, il y avait des données. Tu dis, écoute, déjà que tu vas. Mais là, c'est comme, wow, attends une minute. On a besoin d'une prise de Ah, mais puis il y a conscience. pire que ça, Dominique. On peut aller plus loin. De un, le consentement, avec les MeToo de ce monde, là, je ne veux pas embarquer dans ce débat-là, mais on est rendu, là, le consentement, c'est un mot hyper important. La loi 25, c'est quelque chose, la notion de consentement, autant sexuel que le consentement de l'utilisation de mes données. Le mot consentement est devenu un mot, on va dire, incontournable là, c'est le respect de dans la la personne. société. Bon, moi, là, j'ai acheté un véhicule et je décide qu'à partir d'aujourd'hui, je ne consens plus à ce qu'il utilise mes données. Je fais quoi? Je le ramène chez le concessionnaire pour me rembourser le véhicule. Les End License User Agreement, là, les ULA, là, que je ne sais jamais c'est quoi en français, là, les contrats, les CLOF, contrats d'utilisateur final. En tout cas, le CLUF là, en français, là, les End License User Agreement en anglais, en français, c'est les CLOF.
ça s'adresse à la personne qui achète le véhicule d'origine. Mais la personne qui achète un véhicule usagé, elle ne s'est pas engagée auprès du manufacturier. Elle, son lien contractuel, il est avec la personne à qui elle a acheté le véhicule. OK? Donc, il y a un enjeu par rapport à ça. Je ne suis pas avocat, je ne peux pas aller plus loin que semer le doute et dire, il me semble qu'il y a un enjeu. D'ailleurs, quand j'enseigne au Hackfest, comme on fait du hacking de systèmes de sécurité physique, la première des choses, il y a beaucoup de systèmes de sécurité physique que quand tu les achètes, c'est marqué en utilisant ce dispositif, vous vous engagez à ne pas faire la rétro-ingénierie. Donc, la première des choses qu'on enseigne quand on fait de la rétro-ingénierie sur des systèmes, tu achètes toujours un système usagé parce que tu ne veux pas être lié par contrat avec le manufacturier. OK? Donc, et encore là, ce n'est pas une recommandation légale, ce que je vous dis là. Je ne suis pas avocat. Non, mais dans les bonnes pratiques qui sont enseignées un peu partout en rétro-ingénierie. L'avantage que tu as aussi, c'est qu'un travail avec des systèmes usagés, il y a des vraies données dedans à extraire. Fait que c'est encore plus cool, c'est encore plus le fun. Donc, c'est tout ça qui vient jouer là-dedans. On pourra plus loin, Dominique. Ton auto, elle a une incidence de sécurité sur d'autres équipements. Moi, mon téléphone, là, est hyper sécurisé. Mais il y a une option qui dit que mon téléphone peut faire confiance à ma voiture. Et quand je suis à proximité de ma voiture, mon téléphone déverrouille. Alors là, si vous avez laissé votre téléphone dans la console centrale de votre véhicule, si vous êtes fait voler votre téléphone, un voleur pourrait prendre votre téléphone, à 2 heures du matin, s'approcher de votre véhicule, puis dans certains cas, va être capable de déverrouiller votre... Il ne déverrouille pas votre téléphone, c'est votre auto qui va déverrouiller votre téléphone. Parce que votre auto est un device de confiance qui a accès à votre téléphone, il va le déverrouiller. Il n'y a pas besoin de déverrouiller ton téléphone pour accéder à avoir la confiance du véhicule. C'est ça le point. Ah bien, pire que ça, il va être même accessible manuellement. Quand je vais approcher avec mon téléphone, là, il me demande un mot de passe pour rentrer, là. Comme là, il prend mes empreintes. Bien, quand je vais approcher du véhicule, la page d'empreinte va disparaître, puis le téléphone va s'ouvrir. Pourquoi? Parce que quand je suis dans mon véhicule, on ne veut pas que les gens gossent avec des mots de passe. Fait que là, ils ont mis cette espèce de fonction-là sur beaucoup de téléphones, qu'il y a une question de confiance entre, dès que j'ai un dispositif Bluetooth de confiance, ça commande le déverrouillage de l'appareil mobile. Fait que voyez-vous, on va beaucoup plus loin que juste la sécurité du véhicule. Je pourrais attaquer un téléphone portable à partir du fait que, vu qu'il a été synchronisé avec le véhicule, ben c'est bien plate, mais quand je rentre dans le véhicule, des véhicules loués, on voit ça des véhicules loués. On loue un véhicule, tu t'en vas dans les menus, tu te rends compte que, le dernier propriétaire, voici sa liste de contacts. Elle n'a pas été les véhicules, je reviens de vacances, Californie, on a loué une convertible, on a fait un road trip. Il y avait toutes les informations de l'ancien. Ce que j'ai fait avant de connecter nos téléphones, juste par principe, j'ai fait reset, j'ai tout effacé. Après ça, on s'est connecté. En le retournant, j'ai effacé mes affaires. Mais c'est sûr que 99% des gens ne penseront pas à effacer ça. Puis si tu leur disais, hey, est-ce que tu laisserais ton téléphone déverrouillé à un inconnu? Hey, jamais de la vie. C'est en partie ça que tu fais. Pas accès à tous tes courriels, peut-être, puis tes photos. Il y a énormément de renseignements qui sont connectés. Là. Tu m'as fait réfléchir sur encore plus de peine, Dominique. Oui, j'aime ça, vas-y. Là, vous allez perdre vos cheveux. Quand je synchronise un téléphone dans un véhicule, souvent, je vais avoir l'option « Voulez-vous, oui ou non, synchroniser les contacts? Voulez-vous, oui ou non, synchroniser les SMS? » Ouais. Dans bien des cas, it's a fucking bullshit. Ça se fait automatiquement. Pourquoi? Parce que ils le font au complet, mais ils ne l'affichent pas. Fait que toi, tu as dit que tu ne voulais pas synchroniser tes courriels, tes SMS. D'habitude, c'est pas les courriels, c'est les SMS et les contacts. Fait que toi, tu vas dire non, pas synchroniser les contacts, non, pas synchroniser les SMS, je veux juste que tu connectes le Bluetooth. Ben, dans les faits, sur plusieurs véhicules, il y aura échange complet de l'information quand même, qui sera stocké sur le disque dur du véhicule, mais il y a un flag qui dit au système d'exploitation du véhicule n'affiche pas les contacts parce que monsieur ne veut pas les avoir synchronisés. Mais concrètement, si je sors le disque dur du véhicule et je vais lire ce qu'il y a dedans, vos contacts, ils sont à l'intérieur. Ce qui nous sauve un peu les fesses, Dominique, là,
c'est que beaucoup de véhicules, les gens ne le savent pas. Les gens, ils ont Android Auto, puis ils ont Apple, je ne sais pas trop quoi, CarPlay. Ouais. On est encore un peu chanceux parce que la majorité des véhicules sur le marché, le système d'exploitation qui roule, c'est BlackBerry. Fait que ceux qui disent que BlackBerry est mort, là, non. La plupart des véhicules, c'est BlackBerry. C'est le système d'exploitation QNX qui roule, OK? Qui est un noyau, là, bon, encore là, je ne suis pas très fort en Unix, Linux, patati patata, mais c'est un noyau qui est très, très restreint. On a enlevé toutes les shit par rapport, donc toutes les affaires qui peuvent être exploitées. Mais Donc, la en termes base de de ce qui était bon dans BlackBerry, c'est ce qui sert de base. Ouais, ben, je ne sais pas si c'est la base de BlackBerry ou si c'est à côté, mais je sais que c'est BlackBerry qui fait. Si vous cherchez ça, le QNX, c'est un système d'exploitation qui est très sécuritaire. Pourquoi? Parce qu'il est très épuré et il est basé sur les fonctions essentielles. Toute la shit qui peut être exploitée autour n'est pas compilée, n'est pas dans le kernel, etc. OK? Donc, ça, c'est relativement sécuritaire. Où est-ce qu'on a des enjeux? C'est vraiment l'implémentation des technologies. Quand le manufacturier décide de mettre un système d'infodivertissement qui est très, très performant, qui va chercher beaucoup d'informations, on met beaucoup de censure, etc. Donc, c'est pas qu'on n'a pas de capacité technologique d'avoir des véhicules très sécuritaires, c'est que présentement, c'est plate, mais l'emphase, elle est mise sur donner des features aux gens, la convivialité. Tu sais, moi, quand j'achète un véhicule, là, et la première fois que le vendeur me dit, c'est hey, regarde, tu peux changer les couleurs pour éclairer le tapis. Hey, si c'est ça ton argument de vente, là, Ben, ça parle que c'est ce que les gens c'est ça que le client veut. C'est ça. C'est ça que le client veut. Tu sais. Il veut avoir. Parle-moi. Tu sais, quand moi je vois des véhicules, les ceintures ne sont pas ajustables. Mais tu as des lumières à terre, puis ta barslac, c'est écœurant. Et là, ça ne tente pas d'enlever des cochonneries de lumière à terre, là, qui, anyway, ça va péter, puis dans 4 ans, ça ne marchera plus. Et mets-moi des ceintures ajustables parce que ça, il y a un enjeu de sécurité par rapport à ça. Non, on met pas ça. Et je pense que la majorité des éléments qui ont rapport aux enjeux de sécurité physique sont généralement bien couverts. Tu sais, que ce soit justement les coussins gonflables, l'évolution au fil des années, les zones d'absorption, les déformations, la quantité de sensors puis qui freinent quasiment puis qui peuvent éviter de frapper un piéton. Tout ce qui est sécurité physique, il y a un travail qui a été fait, puis ça, il y a une fierté. La sécurité des renseignements personnels, qui est trop nouveau encore. On parlait de la loi 25, moi je m'amuse avec ça depuis 3 ans. Ça vient du RGPD en Europe, ça fait 6-7 ans. Donc, vous êtes positif, Dominique, parce que j'ai rarement entendu de gens qui ont associé la loi 25 avec le terme s'amuser. Mais c'est. Oui, je m'amuse. Oui, j'aime ça beaucoup. Puis la raison, je m'amuse. Dans mon industrie, avec les concessionnaires, avec des partenaires, c'est de faire le travail pour les sensibiliser, les conscientiser, à ce qu'ils prennent conscience de leur écosystème qui est défragmenté puis qui est brisé, puis du travail qu'il y a à faire pour avoir une bonne gouvernance, une protection des renseignements personnels. Donc, il y a énormément de travail à faire. Ça, c'est une chose. Mais ce qui m'amuse, puis ce que j'ai du plaisir, je donne les formations, par exemple, aux employés. Bien, la formation est beaucoup amenée aussi de comprendre et reprendre le contrôle avec nos renseignements personnels. Donc, ça va juste que d'expliquer les médias sociaux, tout ça, mais que maintenant, tu peux demander l'ensemble de tes renseignements, les faire effacer. Il y a une reprise de pouvoir et de contrôle. Là, on a des pop-up, des bannières de cookies qui nous disent accepter, refuser ou paramétrer. La loi, il faut qu'il soit de la même couleur. Donc, de plus en plus, j'ai l'impression que le consommateur est en train de s'éduquer et de comprendre, hey, là, on s'est fait jouer, là, ça fait des années qu'on se fait jouer, qu'on se fait voler. Là, maintenant, ça va devenir important. Et là, peut-être pression des assureurs et peut-être des consommateurs à certains égards. C'est peut-être ça qui va apporter le changement pour les manufacturiers pour OK, on va mettre l'emphase, on l'a fait sur la sécurité physique, le crash test, tout ça, des occupants. Là, la sécurité des renseignements puis des données. Tu sais, l'exemple que tu me donnes, puis tu me l'apprends, là, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine, mais je ne suis pas un spécialiste des technologies. Dans ma tête à moi d'ignorant et d'innocent, consommateur, si je te disais de ne pas synchroniser mes contacts, dans ma tête à moi, ils ne les prenaient pas. Ce n'était pas un consentement d'affichage, mais de collecte. Donc là, c'est des principes de base, puis pas juste de la loi 25, mais des consentements. Mais des fois, c'est même pas malicieux, Dominique. Des fois, c'est juste que la synchronisation Bluetooth, ce que je dis là, c'est une hypothèse. Là.
La synchronisation Bluetooth d'un téléphone, par exemple, par technologie. défaut, peut-être que ça télécharge l'entièreté. Peut-être qu'il n'y a même pas de méthode actuelle, par exemple, pour que le véhicule dise au téléphone on va juste se synchroniser, envoie-moi juste telle donnée, puis ça, je ne les veux pas. Peut-être que présentement, la technologie ne le permet même pas. Mais ça reste que là, on donne une impression de, mais il y a des données qui sont dans les véhicules. On parlait, les coussins gonflables. Bon, à droite, là, il faut que sache s'il y a quelqu'un assis ou pas assis. Bon, ben, quel type de sensor qu'ils ont mis? Ont-ils vraiment mis une switch là, à 50 kg, ça arrête, ou ils ont mis une switch que ben, ça donne des chiffres entre 0 et 255 bits. Donc, pas 255, donc mettons, ils ont mis un capteur sur 8 bits. Puis ça donne que, bon, au final, j'ai le poids de la personne approximative. Donc, peut-être que je suis capable de voir. Et on a des exemples là, aux États-Unis, dès qu'on parle d'informatique judiciaire, là, de forensic, au privé, ça en fait beaucoup aux États-Unis. Et on peut aller jusqu'à dire, lors de la collision, à droite, c'était un enfant, c'était un adulte. Dans certains cas, on peut aller très loin dans l'information qu'on a par rapport là, au niveau des passagers. La conduite du véhicule. Maintenant, on a même, est-ce que tu avais les deux mains sur le volant? Moi, je regarde le véhicule à ma conjointe, moi, je conduis, et des fois, le véhicule me dit, hey, il faut que tu prennes le volant. Je l'ai les mains sur le volant, mais là, je me rends compte, j'ai juste une main sur le volant, puis elle n'est pas tout à fait à l'endroit qu'elle devrait être si je fais une conduite, par exemple, à 10 heures puis à 2 heures au niveau du volant ou à 9 heures puis 3 heures. OK? Et là, je me rends compte qu'il me gosse avec ça parce qu'il détecte donc cette information-là. Est-ce que c'est une information qui est éphémère dans le sens d'une information qui est analysée en temps réel ou c'est une information qui est quand même stockée au niveau du disque dur de l'appareil? Je gagerais un vieux 2 que tout est pas mal stocké, puis utilisé, puis conservé, puis peu importe leur volonté et leur intention. Et tu sais, tantôt on parlait de sécurité physique un peu. Un exemple que moi, que je déplore encore aujourd'hui, les mots t'as dit de vitres teintées. OK. Il n'y en a plus de vitres teintées d'installer chez le manufacturier, à moins de teinter le verre. OK? Mais des vitres teintées avec une pellicule, il n'y en a plus. Les manufacturiers n'installent pas ça. Mais les dealers, ils ont tout un petit un jobber là, de body là, que, mon petit Honda Civic, là, il serait beau avec des vitres teintées. Fait que là, eux autres, là, quand ils vendent le véhicule, parce que moi, j'ai acheté plusieurs véhicules neufs, qui sortaient du concessionnaire, qui sortaient avec des vitres teintées, avec des pellicules. Ça, c'est sûr que ça ne vient pas du fabricant. Et là, les gens disent, ouais, mais ça respecte la loi. Puis encore là, je veux parler dans le côté, comme je dis, police. Mais avez-vous une idée, quand même que j'ai une pellicule qui est 100% transparente, elle n'est même pas teintée. Avez-vous une idée que quand j'ai une pellicule de plastique appliquée avec une colle et que ma vitre est fermée, si j'ai un accident avec le véhicule et que quelqu'un doit casser la fenêtre pour me sortir du véhicule avant que je brûle, avez-vous une idée comment c'est difficile de casser une fenêtre sur laquelle il y a une pellicule de plastique collée quand la fenêtre elle est fermée et qu'elle est rentrée dans le cadre autour de la porte? C'est le même principe que les pellicules de sécurité anti-vandales qu'on met dans les commerces. Vous allez la casser, la vitre, mais elle n'ouvre pas la vitre, elle ne casse pas. Elle est cassée, mais elle ne se désagrège pas. Je ne suis pas capable de faire de Elle va faire un peu comme le pare-brise qui sont faits pour absorber puis rester en plein feuille. Puis... C'est le même principe que du verre laminé. Alors, voyez-vous, ça sort des concessionnaires. Alors, pour des raisons esthétiques, on met une pellicule plastique dans des fenêtres. Hey, ça look good en mot, t'as dit. Ouais. Mais si tu as un accident avec le véhicule, ben, tu as des chances de brûler dans ton auto. Et ça, voyez-vous, c'est pour ça que je vous dis qu'à un moment donné, c'est quelque chose qu'on ne verra pas dans le domaine de l'aviation. Pourquoi? Parce que c'est sécurité avant tout. Et pourquoi? Probablement que dans le domaine de l'aviation, au début de l'aviation, c'était pas mal le moyen de transport qui avait le plus de morts. L'aviation, c'était terrible au début. Tout le monde mourait là-dedans. OK? Dans les premiers temps d'aviation, parce qu'il y en avait 1 sur 2 qui mourait quand ils prenaient l'avion. C'est pas compliqué. Ils embarquaient dans des avions, il fallait qu'ils pédalent, les ailes arrachées, ils se lançaient d'une montagne. Ça n'avait aucun sens. Et là, on a dit, si on veut utiliser ce moyen de transport-là, on n'aura pas le choix de réglementer. Et là, on a réglementé. Et maintenant, là, pas des farces, j'avais la discussion la semaine passée, on a je pense que c'est la compagnie Boeing, on fait encore les mises à jour dans ces avions-là avec des disquettes 3,5 pouces. On n'a jamais upgradé les systèmes. Pourquoi? Parce que si on les upgrade,
va falloir repasser des normes de certification et ça, c'est certifié, ça fonctionne, c'est béton. On reste avec ça. Présentement, dans le domaine de l'automobile, on rajoute des options sans cesse et on a peut-être mis de côté un peu la sécurité. Et oui, il y a des normes de sécurité, d'impact, etc., qui sont des normes minimum au niveau de Transport Canada. Mais encore aujourd'hui, si je compare une Volvo, ça existe encore les Hyundai Accent, là, mais si je compare un Volvo avec un Hyundai Accent, ce n'est pas la même sécurité qui est mise en place. Au niveau de normalisation internationale, oui, probablement que dans les deux cas, on passe les normes internationales de certification diverses puis les normes nationales. Ouais. Mais Volvo a toujours eu la prétention de dire, nous, on fait les véhicules les plus sécuritaires au monde. C'est sûr qu'eux autres dépassent la certification, la normalisation minimum qui est requis. C'est un des seuls qui avait axé son branding sur la sécurité. Puis à la blague, c'était des pas beaux, puis il n'y avait pas de feature, puis c'était fini sec, puis c'était de la sécurité. Puis... Mais c'était de la sécurité. On s'assisait là-dedans, Volvo, on avait l'impression qu'on était en sécurité. Et oui, c'était peut-être un peu plus austère, c'était peut-être pas, ça lookait peut-être pas aussi beau que d'autres choses, mais on était en sécurité et c'est un peu là. Est-ce que l'industrie va devoir se faire, comment je dirais ça, dicter la voie de manière légale pour prendre position? Peut-être. Ou peut-être qu'il y aura un Volvo de ce monde qui va être hey, nous, voici, on commence à mettre l'emphase sur la sécurité, puis la vie privée, puis les renseignements personnels des gens, puis on va mettre l'emphase là-dessus, puis là, il va y avoir un courant que tout le monde n'aura pas le choix de suivre parce que ça va devenir un concern. Peut-être. Mais moi, personnellement, je n'y crois pas parce que ça viendra avec beaucoup d'embûches pour le consommateur en termes d'utilisation. Tu sais, on fait juste, si vous regardez sur Internet, là, how to bypass Entertainment System Screen, Lock in Car, il y a pas. Les gens, ils veulent être capables de checker des DVD, puis là, mon DVD, je suis un peu vieux jeu, là. Ils veulent être capables d'utiliser l'écran de l'auto pour voir des films. C'est une demande du client. Le client, il check sur Internet comment hacker le système des véhicules, pas pour être plus sécuritaire, pas pour effacer les données, parce qu'il veut être capable d'écouter son film préféré en conduisant. Tu sais. Bon. Et le marché est dicté par les demandes des consommateurs, hein, malheureusement. Et voilà, c'est comme les fruits et les légumes. Les gens disent on devrait manger des légumes, des fruits bio. Les fruits et des légumes bio, c'est laid, c'est tout poqué, la couleur n'est pas égale. Ben oui. Et le client, là, c'est naturel. Une pomme pour lui, là, il veut ça comme dans, je ne sais pas si Alice au Pays des Merveilles ou je ne sais pas quelle princesse, là, mais tu sais, qui a mangé dans la pomme, mais ils veulent une pomme là, qui est la belle au bois dormant. La belle au roi dormant. Bon. Fait que là, ils veulent une pomme qui est parfaite. Bon, mais tant que le client va vouloir ça, ben, tu sais, regardez juste les mécanismes de sécurité, c'est tondeuse. Hey, regardez autour de vous, là, tu sais, quand tu lâches le bras, là, ça arrête le moteur. Moi, j'ai des voisins ici, là, ils ont mis une tie wrap parce qu'ils veulent être sûrs que la tondeuse n'arrête pas. Bon, mais les gens ont cette manie-là de vouloir tomber dans la facilité, la convivialité. Vous regarderez sa construction. Les guns, là, pour clouer les toitures puis faire le revêtement extérieur, ben, les gens enlèvent la sécurité pour être capables de tirer les clous. Ben, ça va bien plus vite. Ouais, ça va bien plus vite. Sauf que si tu échappes la bidule, tu vas te sacrer ça dans un œil. Ben, c'est comme ça. Les bandits, la même chose. Il y a plein d'équipements de sécurité. Première affaire que les gens arrivent quand ils vont acheter ça chez Renault Dépôt, ils ouvrent la boîte puis les équipements de sécurité là, pour protéger. Ça va même pas au recyclage, ça va au vidange. Les gens sont comme ça. Quand on arrive avec un véhicule, où est-ce que là, on rajoute des features, on est là-dedans, on est dans la convivialité, le plaisir, vraiment là, d'avoir un véhicule qui look good, etc. Et malheureusement, ben, on ne veut pas vendre des véhicules à 150 000 $, fait que quelque part, on fait des concessions. Mais dans certains cas, la sécurité, je reviens à ce que je disais tantôt, avec un code, par exemple, dans le véhicule, ben, probablement, il n'y a même pas de coût rattaché à ça parce que l'équipement est déjà là pour le faire. C'est quelques lignes de code, puis probablement de mise à jour qui peut se faire à distance. Mais tu sais, quand on regarde l'industrie du véhicule, là, vous allez me faire pomper, M. Dominique. Là. On achète des véhicules. Non, mais on achète des véhicules 70 000 $. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de l'industrie d'automobile. Je vais en profiter pour passer des messages personnels. Mon téléphone, j'ai Google Maps dessus. Il est tout le temps à jour, les maps. Ils sont tout le temps à jour.
J'achète un véhicule, comme ma conjointe qui a acheté un véhicule qui est 100% électrique. On lui vend, on te vend le système d'infodivertissement. 7 000 de plus. Mais c'est cool à mort parce que tu as accès, toutes les bornes électriques apparaissent. Fait que là, ton véhicule, il calcule toujours ton autonomie. Puis à mesure que tu roules, il te donne, il faut que n'oublie pas d'arrêter à telle place parce que tu vas manquer papa. Un an et demi que tu as le véhicule. Il manque plein de bornes. Ah ben, il faut faire la mise à jour. Quelle mise à jour? Ben, ça coûte 1500 là, on va faire la mise à jour. 1500 mon téléphone. Oui, mais monsieur, ça coûte cher parce qu'il n'y a personne qui utilise le système d'infodivertissement. Les gens utilisent Apple CarPlay puis Google machin truc. Oui, mais pourquoi vous vendez un système à 5 000 $ si vous me dites quand il y a un problème avec, que personne ne l'utilise? Ça, les gros systèmes, c'est parce qu'il y a plein d'affaires qui viennent avec. Moi, je ne comprends pas qu'en 2024, ce ne soit pas obligatoire là, de mettre à jour. C'est le GPS, genre des TomTom ou autres, des compagnies. Fait que c'est pas justement comme Google Maps ou Apple. Ben, raison de plus rendu là pour dire hey, mets tes bornes, fais un deal avec Google Maps. Là. Ils vont être bien contents de mettre tes bornes sur Google Maps. Puis Apple aussi, c'est comme beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de transformations. Dominique, c'est que ça, les cartes qui sont mises dans les véhicules, les cartes électroniques, elles sont fournies par le gouvernement. C'est gratuit, les cartes. C'est gratuit. C'est juste qu'ils n'ont pas mis le système pour les uploader. Ils n'ont pas mis le système pour se mettre à jour. Quand je suis connecté sur le Bluetooth de mon auto, il n'y a pas l'option mettre à jour. Il faut que tu ailles chez le concessionnaire, on te donne une clé USB, puis on dit ouais, dans le coffre à gants, tu enlèves le coffre à gants, il y a un port USB de caché en haut à droite, tu mets la clé USB là. Mauvais design. Thérèse au Saguenay, là, elle n'avait pas commencé à démonter son char pour faire une mise à jour. Encore moins de payer 1500 $. Puis quand tu demandes à la compagnie, avec ça, là, je vais les avoir, les bornes du Madrid, ça a 20. On ne peut pas vous le garantir. OK, fait que tu ne sais même pas ce qu'il y a sur ta mise à jour. Et ça, là, ce n'est pas un manufacturier. Là. J'ai eu la discussion avec plusieurs manufacturiers. Et quand on me dit ça, les cheveux me tombent à terre. Donc, si ce n'est pas bon, votre système de navigation dans les véhicules, si vous n'êtes pas capable de le maintenir à jour, pouvez-vous, s'il vous plaît, juste l'enlever? Laisse-nous utiliser Google Maps. Tout le monde va sauver de l'argent. Laisse-moi utiliser Google Maps. Là, arrête ça là. Ça n'a pas de sens. Moi, je l'ai vécu, là, peut-être 15 ans, quand au début des GPS, les cartes, puis là, il fallait que tu uploads, puis les mises à jour. Je pouvais comprendre à l'époque. Mais aujourd'hui, avec les technologies, les mises à jour, les on-air, il n'y a aucune excuse, il n'y a aucune raison. Décision financière ou politique ou quoi que ce soit, des fois au niveau des manufacturiers. Mais écoute, malheureusement, on ne pourra pas régler tous les problèmes, mais au moins, on en a adressé quelques-uns. Puis, je veux te remercier parce qu'il y a des sujets que tu m'as aidé à approfondir. Tu m'as appris des nouvelles choses. Fait que je suis certain aussi que les auditeurs et les auditrices ont appris. Est-ce que c'est le fun et rassurant? Oui, c'est le fun. Non, c'est pas rassurant. Mais j'aime toujours mieux savoir ce qu'il y en est, comprendre, même si ça m'inquiète, parce que là, j'ai des nouvelles inquiétudes, ben, j'aime mieux avoir les informations, être capable de prendre des actions, prendre des décisions aussi. Je ne veux pas te laisser partir avant de rapper, peut-être juste renoter pour ceux qui n'étaient pas là au début. Le Hackfest, il y a les dates qui s'en viennent. Je ne sais pas si tu les as par cœur, out of the mind. Je te mets sur le 7, 8, 9, 10 octobre, c'est les 3 cours de sécurité physique qui sont donnés là. Donc, il reste encore des places. Les places sont limitées parce que ce n'est pas un cours qu'on veut donner à grande échelle. Donc, il reste des places, c'est en présentiel. Et après ça, le Hackfest 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est le Hackfest avec entre autres Polar. Je vais être probablement à Polar de manière un peu virtuelle parce que j'enseigne. Je disais le Polar, c'est le 10. Mais je vais être quand même à Polar de manière un peu virtuelle. C'est un bel événement de cybersécurité, mais aussi sécurité au sens large, de plus en plus de la sécurité physique au Hackfest. Puis je vais donner un punch, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça du Hackfest, mais en tout cas, je vais peut-être me faire chicaner, mais s'il me chicane, je vais dire que je ne le ferai plus. Cette année, dans la compétition, dans le CTF, la capture de flag, donc la compétition de hacking, il y aura
des défis de sécurité physique en lien avec la sécurité de l'information un peu plus poussés. Et parce que la sécurité de l'information, ça va au-delà de la cybersécurité. Ça inclut le filtrage de sécurité des employés et ça inclut aussi le volet sécurité physique. Alors, c'est une nouveauté cette année. Il y avait un petit peu de sécurité physique, là, mais dans la compétition, cette année, on va pousser on va pousser ça un peu plus loin. Très bonne chose, puis c'était nécessaire parce que, puis souvent, la confusion, puis c'est toujours cybersécurité ou peu importe, mais c'est comme non, il y a du physique, il y a du numérique, il y a les deux. Il y a plusieurs couches, il y a plusieurs niveaux. Je veux te remercier pour le cours accéléré en sécurité. On va se refaire des rencontres comme ça. Merci pour la quantité d'informations que tu as pu partager. Merci aussi pour toutes les informations que tu n'as pas pu partager et que j'aurais aimé apprendre. Mais donc, ceux et celles qui veulent te rejoindre, puis que ce soit par exemple pour conférencier ou les formations, justement, que ce soit à l'ETS ou dans le cadre du Hackfest, peuvent aller te rejoindre sur LinkedIn. Je pense que c'est ton réseau social de prédilection. Et je te dis souvent. Oui, je suis beaucoup sur LinkedIn. Je publie beaucoup. Oui, ben oui, parce que c'est une des façons que je te on a un petit lag. Je pense qu'on s'embarque un peu un par-dessus l'autre. Oui, j'ai constaté, j'essaie de laisser un délai, mais oui, j'allais dire, tu partages beaucoup, tu es très impliqué, tu essaies de faire beaucoup de sensibilisation, toujours positif, mais d'essayer d'éveiller les consciences puis d'allumer le monde. Ça, je te remercie pour ça. Et je vais nous laisser sur ta citation que j'aime beaucoup, que j'ai vue sur LinkedIn, qui est la meilleure manière de contourner quelque chose qui ne se contourne pas, c'est de la contourner. Francis Coates. Effectivement, c'est philosophique, ça, un petit peu, fait que ça vaut la peine d'y penser. Je vous remercie beaucoup, Dominique, pour l'invitation. Ça a été un plaisir. J'espère que les gens qui vous écoutent vont apprécier. Mais merci pour votre confiance puis pour l'invitation. Très apprécié. Le plaisir est pour moi. Merci. Aucune inquiétude pour l'apprentissage et puis l'audience. Je vous remercie d'avoir été présent et présente à cet autre épisode du podcast E2FM entre deux fins de mois. Je vous dis bonne fin de mois si elle approche et considérez-vous comme salué. À la prochaine. Faut savoir agir entre deux fins de mois.